Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Est-ce que vous êtes inquiet de voir soudainement des vagues de gens qui nous viennent de réfugiés ou d'Américains de toutes origines qui se ruent vers le chemin Roxham, qui a déjà été très, très, très populaire. Pas besoin de vous le rappeler, ça a déjà été tellement populaire pendant des années qu'il y avait tellement de trafic qu'on a comme installé un poste frontalier. C'était pas un poste frontalier officiel, mais ça l'était quasiment devenu. Les gens savaient que c'était par là qu'on passait au Canada en court-circuitant quand même tout le processus d'immigration canadien. C'est quand même assez fascinant, ça, avec la bénédiction du fédéral et le Québec, bien désolé de regarder le monde qui arrivait à travers les bois comme ça, avec tout ce que ça voulait dire en plein hiver. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont morts quand même, qu'on a retrouvés gelés. On a vu des familles avec enfants en vallée. Terrible, cette histoire. Terrible de voir à quel point c'est de la détresse humaine quand t'es rendu de te sauver comme ça d'un pays puis que tu t'arrives ici. Et puis quand t'arrives au Québec, on le sait, c'est pas réglé. C'est 2 à 3 ans d'attente avant qu'on finisse par s'occuper de ton dossier qui traîne sur la pile d'un fonctionnaire fédéral. Sincèrement, est-ce qu'on va revivre ce mauvais scénario? Ben, je vais en discuter tout de suite avec Maître Stéphane Duval. Il est avocat en droit de l'immigration chez McCarthy Tétrault. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir, merci. Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour du scénario Roxham? En fait, je pense pas qu'on va revivre le même chemin Roxham, si je peux m'exprimer ainsi, parce que l'entente sur les pays tiers sûrs a été amendée il y a quelques années. Donc, si on se rappelle, à l'époque, le chemin Roxham était devenu populaire parce que l'entente sur les tiers pays sûrs, il y avait une espèce de trou. Il y avait une zone grise. Il y avait une zone grise où les gens pouvaient demander le statut de réfugié et ne pouvaient pas être refoulés aux États-Unis s'ils entraient par un chemin non gardé. Donc, un chemin où il n'y a pas de poste frontalier. Alors, il y a eu des contestations, c'est devenu dans les médias. Le gouvernement a renégocié avec les États-Unis l'entente sur les tiers pays sûrs. Et là, ils ont amendé, ils ont colmaté, si on veut, la brèche, le fameux chemin Roxham. Sauf que l'amendement qui a été fait garde quand même une exception, c'est-à-dire que les gens qui veulent tenter de venir au Canada, s'ils vont dans un poste frontalier et réclament le statut de réfugié, peuvent être refoulés aux États-Unis s'ils ne se qualifient pas dans une des exceptions prévues à l'entente. Par contre, il y a encore des exceptions prévues à l'entente. Il y a encore des exceptions très limitées, mais il y a des exceptions. Et il y en a une qui a été incluse lors de la dernière modification qui prévoit que quelqu'un qui entre au Canada illégalement, mais qui demeure au Canada pendant un minimum de 14 jours, peut déposer une demande de réfugié et ne sera pas refoulé aux États-Unis. Donc, ce que ça va faire, c'est que les gens vont tenter d'entrer au Canada illégalement, vont se cacher pendant un minimum de 14 jours et ensuite vont demander le statut de réfugié. Alors, on peut imaginer là, les scénarios, les drames humains qui vont se produire alors que les gens vont arriver en famille, probablement, et ils vont devoir se cacher pendant un minimum de 14 jours pour être sujets à l'exception qui a été prévue à l'entente sur des tiers pays sûrs. Mais c'est terrible, Maître Duval, cette histoire-là. Oui, Comment on a pu accepter ça? C'est tous les avocats qui pratiquent en immigration, on ne comprend pas pourquoi cette exemption-là a été créée et pourquoi elle est encore là. On pousse les gens à se cacher dans l'illégalité, à vivre dans des conditions épouvantables. L'hiver arrive, alors est-ce qu'il y aura encore des drames humains comme on a connu dans le passé? Et point d'interrogation, c'est la question. Mais et comment gérer ça? Mettons qu'un réfugié dit « Hey, moi, ça fait 14 jours que je suis caché, là, j'arrive 15e jour, je dépose ma demande. » Comment peut-on savoir que ça fait bel et bien 15 jours qu'il est au Canada? C'est à la personne de pouvoir démontrer qui était au Canada pendant un minimum de 14 jours. Alors, effectivement, comment tu fais ça si t'es caché? C'est la bonne question. C'est la bonne question. Mais a-t-on des bons négociateurs avec le... C'est un peu la question aussi que tout le monde se pose ce matin, là, parce que... J'aurais aimé être dans la salle lors des négociations pour comprendre pourquoi ils ont gardé cette exemption-là, cette exception-là à l'entente. Je vois pas je comprends pas. Mais est-ce qu'on est outillé avec... Est-ce que le fédéral, est-ce qu'il est outillé? Est-ce qu'il y a des bons...
Je peux pas croire qu'il n'y a pas d'avocat d'immigration qui est là dans le négo avec les avocats d'immigration fédéraux américains pour négocier ça. Là. C'est pas juste des politiciens. Là, non, c'est pas juste des politiciens. Il y a certainement des représentants d'Immigration Canada qui étaient là. Mais est-ce qu'on fait le poids? Nous, on est gênés devant le géant américain? Je l'ignore. J'aurais vraiment aimé ça être présent mets-moi pour dans comprendre. La salle. Mets-moi dans la salle. Je vais te dire pourquoi c'est pas une bonne idée pourquoi je trouve pas ça bon. On ne le comprend pas, mais c'est sûr que le gouvernement, en tout cas les négociateurs qui étaient là, ont été conseillés par Immigration Canada. Je peux pas croire qu'ils ont été négociés cette entente-là sans discuter avec les représentants d'Immigration Canada. Conseillés par Immigration Canada, on est rassurés. C'est un modèle de gestion. Sincèrement. Êtes-vous d'accord? C'est un modèle de gestion, vraiment. Combien de temps ça prend à s'occuper d'un dossier de réfugié? Est-ce que c'est encore 2-3 ans? Je disais 2 à 3 ans. Oui, ça n'a pas bougé? Le délai moyen est environ 3 années. Alors, 3 ans. Comme je le disais dans le passé, je trouve que les politiciens actuellement au Québec et au Canada s'attaquent aux symptômes et ne s'attaquent pas à la cause. Lorsqu'on parle que 600 000 immigrants non permanents, donc 600 000 immigrants temporaires au Québec, il y en a une partie, oui, ce sont des demandeurs du statut de réfugié, mais quand les gens sont ici pendant 3 ans, en attente de la détermination si oui ou non ce sont des gens qui méritent d'obtenir le statut de réfugié, c'est ça qui cause le nombre de personnes. C'est une des causes. Alors, la cause de tout ça, c'est les délais de traitement à la CISR. La CISR, c'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Lorsque ça prend 3 ans pour traiter le dossier, c'est épouvantable. Pourquoi ne pas mettre de l'argent, investir, embaucher des décideurs, des commissaires à la CISR pour prendre des décisions et que le délai de traitement soit beaucoup plus court? Ce qui va faire en sorte que, en moyenne, il y a à peu près, je dirais, là, évidemment, dépendamment du pays d'origine, dépendamment des circonstances, il y a peut-être 50 % des dossiers qui sont approuvés à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Au bout de 3 ans? Oui, au bout de 3 ans. Alors, fait qu'il y en a 1 sur 2 qui n'a pas d'affaires ici, c'est ça que vous dites? Selon les décisions qui ont été rendues par la CISR, effectivement. Donc, si on avait un délai de traitement très court, on aurait déjà la moitié des demandeurs qui ne seraient pas présents au Québec ou qui seraient présents au Québec pendant quelques mois. Comprenez-vous pourquoi 3 ans? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours au golf, ils partent en vacances, ils prennent des congés sans solde. Il manque d'investissement, il n'y a pas suffisamment de décideurs, les délais sont longs. Il y a eu une réforme du système il y a quelques années pour essayer de raccourcir les délais, mais ils n'ont pas été capables de raccourcir les délais. Les délais sont redevenus ce que c'était avant. Mais est-ce que c'est compliqué être capable de regarder un dossier puis de dire, telle personne, oui, c'est un réfugié qui mérite d'être ici, c'est-à-dire, il répond aux critères, puis au bout de dire, celui-là, non. Des fois, ça peut ne pas être clair. C'est une audition, exact. C'est une audition devant un décideur. Alors, évidemment, quand quelqu'un est un réfugié, c'est pas aussi simple que, supposons, d'aller à procès, faire une réclamation pour une somme d'argent impayée ou autre, là. C'est à la personne de démontrer qu'elle est effectivement réfugiée, donc que sa vie est en danger dans son pays d'origine. C'est ça. Mais comment prouver ça, c'est pas toujours simple. Alors, est-ce qu'ils peuvent démontrer par documentation, par article de journaux, par témoignage des membres de la famille ou des gens qui connaissent dans le pays d'origine? Alors, c'est tout un processus qui est pas simple pour les demandeurs du statut de réfugié de démontrer la véracité de leur réclamation. Mais tu sais, quelqu'un qui vient d'Haïti, on a une grande diaspora ici, haïtienne, on a beaucoup d'Haïtiens et je pense qu'il y a quelque chose qui est comme clair. Moi, tu es un réfugié d'Haïti, puis il y en a beaucoup là, qui sont passés par Oxfam. Oui. Il me semble que tu passes pas de longues heures à te demander s'il est véritablement réfugié avec tout ce qui se passe en Haïti. Là. Oui et non. C'est-à-dire que c'est à la personne de démontrer que cette personne-là, pas parce qu'il y a une situation problématique dans le pays d'origine, il faut que la personne puisse démontrer que sa vie est en danger. Alors, oui, le fait que le pays est dans la situation dans laquelle, dans le chaos total, est un élément, mais encore faut-il que la personne démontre que lui-même, personnellement, est sujet à des menaces, sa vie est en danger, puis ainsi de suite. Alors, c'est pas juste de démontrer que dans le pays d'origine, il y a un problème. Il faut vraiment que la personne puisse démontrer que pour lui, pour elle, ils font face à une situation vraiment problématique. Mais il y a des pays où ça risque vraiment d'être plus le cas que d'autres pays.
Oui, mais c'est un des éléments qui Ouais. rentre en ligne de compte. Souvent, Mais je pense qu'on demande beaucoup de papier. Là. Le formulaire 2. Le formulaire F300, puis le formulaire... il y a beaucoup de formulaires, mais il faut quand Ah, même... vous n'avez pas coché la bonne il faut case. quand même... Ah, il fallait que ça soit en bleu, pas en noir. Oui, Ah, ça mais il y a sera un pas système. recevable. Oui, mais il faut essayer de trouver un système qui est le plus Et puis objectif capable. possible. Ouais. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais oui, il y a des formulaires à compléter, il y a une preuve à démontrer. Parce qu'on ne veut pas non plus, puis là, je vais me faire l'avocat du diable, on ne veut pas non plus accepter n'importe qui. Vous êtes déjà N'importe avocat, il y a la comment. moitié de la job. Tant que vous n'êtes pas le diable. Alors, il faut quand même que la personne démontre Je selon comprends. le- Ouais. Non, mais les c'est critères normal. applicables. là. Puis, mais en même temps, 3 ans, ça peut pas être acceptable. Non, là. c'est- C'est non. inacceptable. Non. Aux yeux de tout le monde. là. Je veux Comme dire, on- aux yeux des citoyens Exact. qui payent pour cette machine qui visiblement ne fonctionne pas, aux yeux du monde entier, aux yeux aussi de ceux à qui on dit. Puis, faut quand même le dire, là, Justin Trudeau, là, il a un peu abusé d'un certain discours, genre, venez, c'était... Oui, Mais- ça n'a pas été... Ça n'a pas aidé non plus. ça n'a pas aidé, là. ça c'est certain, comme- ça n'a pas aidé. Et là, ça crée beaucoup de ressentiment chez les citoyens. Moi, là, ce que je lis, là, les gens sont pas de bonne humeur, puis ils veulent rien savoir, puis ça finit par percoler, puis on finit par développer un sentiment anti-immigrant. Moi, je crains beaucoup ça. Oui, et Stéphane. là, je ne mets pas le blâme sur les médias, mais Oh, vous pouvez. je... Vous pouvez aussi. Juste dans là. les membres de ma famille, lorsqu'on Ouais. parle d'immigration, Oui. qu'est-ce que les gens qui n'œuvrent pas, comme moi, là, qui pratiquent à tous les Ouais. jours en immigration, mais Ouais. les gens qui ne connaissent pas ça, Qu'est-ce qu'ils disent? qu'est-ce qu'on voit? Oui. On voit à la télé, Ouais. on voit dans les journaux, Ouais. les demandeurs du statut de réfugié, une famille qui se cache dans une église. Ce n'est que ça dont on entend parler. On n'entend pas parler de tout le reste de l'immigration. Mais C'est-à-dire? les demandeurs du statut de réfugié Oui. représentent environ, dépendamment des années, mais représentent environ 10 de l'immigration. Mais on n'entend pas parler des entreprises. Ben moins. Aujourd'hui, un peu plus. Mais on n'entend pas vraiment parler des grandes entreprises multinationales qui viennent d'Allemagne, de France ou d'autres pays et qui viennent au Canada ouvrir une filiale et faire travailler les gens, créer de la richesse pour le Canada, pour le Québec. Ça, on en parle moins. On parle de 2 catégories actuellement dans les médias. Les demandeurs du statut de réfugié ou les étudiants. Et comme je le disais, oui, ça, c'est un des symptômes. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici. Comme je disais, pour les demandeurs de statut de réfugié, ils attendent 3 années avant de déterminer si oui ou non ils sont réfugiés. Fait que, oui, si on s'attaque à l'origine 10 de mais cette 10 situation-là. c'est beaucoup parce que si on ne s'occupe pas de ce 10 ben, ils se ramassent dans la rue. Il y a des réfugiés itinérants dans les rues de Montréal. On le voit aussi. Ça contribue à mettre encore plus à risque le filet social. Il y a ça. Les gens se disent, puis je pense que comme à votre avocat en droit de l'immigration, vous envoyez des gens qui disent, là, qu'ils arrivent, puis ça fait pas 2 heures qu'ils sont ici. Ils sont très conscients qu'il y a un choc qui vient avec le fait d'arriver ici. Là, j'enlève mon chapeau d'avocat. Voilà. Avant d'être avocat, Vous mettez j'étais celui du diable, là, c'est ça? Donc- Non, je sais pas. Avant d'être avocat, j'étais agent d'immigration Mais au poste oui! frontalier de la Colle Je voulais et vous de parler Phillipsburg. Oui, donc. Alors, à l'époque, et là, Ouais. je parle de 91 à 96, il y avait une vague de grosses demandeurs de années. statut de réfugiés, Oui. oui. Et à l'époque, ça arrivait à l'occasion que des gens se présentaient à la frontière, faisaient leur demande du statut de réfugié, et on savait pertinemment que ceux-ci venaient simplement travailler, récolter la paye, envoyer l'argent à leur famille dans leur pays d'origine en se disant « je vais être ici pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans ». À l'époque, les délais moyens étaient peut-être de 5 ou 6 ans. Alors, ils se disaient « je vais être ici au Canada pendant 5 à 6 ans à travailler, récolter de l'argent, puis au pis-aller, je vais retourner chez moi, je vais être expulsé du Canada, mais au moins j'aurai travaillé pendant plusieurs années et j'aurais pu avoir de l'argent. » Mais il y a ceux qui travaillent comme ça, justement de façon illégale, parce que normalement, on doit déclarer aussi le revenu qui est... Tout le monde doit payer des impôts. Donc ça, c'est sûr. Je parlais du filet social qui a de plus en plus de trous. Bon, mais il y a quand même des gens qui les engagent ici. Il y a tout ça. Là. Ça, c'est toute l'immigration qui travaille de façon illégale. Oui, mais il y a tous ceux aussi qui viennent sachant qu'ils vont, dans la minute, accéder à tous ces programmes sociaux. Là. Oui, il y a des mais femmes qui viennent accoucher ici. c'est pas la majorité, par Il y a exemple. les chèques de bien-être social. Heureusement que c'est pas la majorité, Non, Stéphane. mais vous voyez, c'est là où je disais tantôt, les mais gens est-ce que qui c'est connaissent faux pas... de penser ça? Il y en a. Ouais. Oui, il y en a. Comme dans n'importe quel domaine, il y a Il y des a gens l'abus. qui vont essayer Ouais. d'abuser. Il y en a partout.
Et vous comprenez que c'est ça qui on fait sort que des ça- migrations. c'est Oui, mais ça on qui sort fait des que le migrations, puis il y en a monde- aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fâche les gens de plus en plus. Oui. Et c'est ça, j'en reviens au sentiment anti-immigration, anti-immigrant. Et c'est là où on devient un peu plus xénophobe qu'on le voudrait bien l'être. Et c'est ça, je trouve aussi. Oui. Puis là, on devient américain. Là. Mais oui, mais encore une fois, il faut juste faire attention parce que souvent les gens sont influencés beaucoup, puis c'est normal, là, mais à lire les journaux, à écouter la radio, Hey, à voir la Internet, télévision. les pubs, Et là, c'est sur on Internet. pense, on pense, les gens en général vont penser que l'immigration, ce n'est que ça, alors que non, ce n'est pas que ça. Il y a des grandes entreprises, comme je le disais tantôt, qui Ouais. viennent ici, qui font travailler des Québécois. Et, Qu'est-ce qu'on fait avec Roxham? En fait, Roxham, il faudrait simplement renégocier l'entente et changer cette Hey, ça exception-là, arrivera de pas permettre demain aux gens matin. de se cacher pendant 14 jours. Ça va créer des situations humanitaires épouvantables, encore une fois. C'est certain qu'on va en entendre parler dans les médias. Il y a justement un porte-parole d'une association pour les réfugiés et l'humanitaire qui dit « Le Québec va devoir se préparer à une crise humanitaire. » Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on va devoir se préparer? Est-ce qu'on doit là se va falloir voir. En fait, peut-être. Je dirais oui, il y a un risque. Est-ce que ça va arriver effectivement? C'est une excellente question. Tout va dépendre, je pense, des gestes qui seront posés par le président Trump, à savoir, est-ce qu'ils vont vraiment expulser autant de millions de sans-papiers des États-Unis? Si c'est le cas, je pense que le Canada va faire face à un flux migratoire important. D'ailleurs, ce matin, je lisais que l'Arizona a adopté un décret permettant aux policiers d'intercepter toute personne qui serait considérée comme un immigrant sans papier. Et non plus seulement juste ce qu'on appelle la police frontalière. Alors là, c'est les policiers réguliers qui vont pouvoir intercepter des gens pour contrôler les papiers. juste sur une impression subjective de Exact. toi, tu dois être un illégal. Exact. Mais c'est terrible. Oui. Oui. Et avec les guns puis tout, là. Oui, oui. Alors, si ça se produit vraiment dans d'autres États et si le président endosse ces gestes-là, ben il y a des fortes chances qu'au Canada, on va avoir un flux migratoire. Oui, Vous avez reçu des appels déjà chez Macarthur Tétrault? de oui gens déjà, qui- hier matin, en entrant au bureau, on avait des appels, des courriels, D'Américains? entre autres de familles américaines, effectivement, qui s'interrogeaient sur les options, soit pour immigrer au Canada ou option à savoir... Ma femme est née au Canada, on s'est mariés, elle vit avec moi aux États-Unis depuis X nombre d'années. Est-ce qu'elle est canadienne encore? Est-ce que mes enfants sont canadiens? Est-ce qu'on pourrait avoir le passeport au cas où on n'est pas d'accord avec les politiques trumpistes et on veut retourner au Canada? Incroyable. Oui. Mais je lisais un rapport en mars dernier, puis ça, c'était même avant donc la confirmation que Trump allait être encore président des États-Unis. Il y avait 34 des Américains, c'est quand même beaucoup, qui disaient vouloir habiter ailleurs. Mais le Canada n'était pas dans leur top 10 destinations. Je pense qu'on va le devenir. Leur rêve américain, c'est d'habiter ailleurs. C'est fascinant Le quand Canada même. est trop proche Ouais, ou c'est... trop Alors, similaire. leur rêve, c'est l'Italie. Oui. L'Italie, l'Angleterre et le Japon. Mais je pense qu'étant donné qu'on est proche, on risque d'être là où ils vont arriver. Merci beaucoup, Maître Duval. Merci beaucoup et on va suivre ça, bien sûr. Gros dossier. Plaisir. Bonne journée. Merci.